Le dernier orateur au débat général est le ministre des Affaires étrangères du Mali, son Excellence, M. Ousmane Ba. Monsieur le Président, le fait que la quasi-totalité des États membres de l'Organisation des Nations Unies se soient empressés de répondre favorablement à la convocation de cette session extraordinaire d'urgence de l'Assemblée générale est la preuve qu'elle est d'une grande portée internationale. Tout le mérite en revient au gouvernement de l'Union des républiques socialistes soviétiques, auquel il plaît à ma délégation de rendre un hommage sincère. Le caractère historique de cette réunion est qu'elle aura à connaître du défi le plus grave opposé à notre organisation par un État membre qui a accepté délibérément de mettre en péril la paix et la sécurité dans une région soumise depuis 20 ans à des convulsions, mais aussi d'avoir accepté de porter une atteinte sérieuse à la paix et à la sécurité internationale. De très nombreux orateurs qui m'ont précédé à cette tribune ont établi de façon irréfutable la responsabilité de l'agression perpétrée le 5 juin dernier par Israël contre la République arabe unie et d'autres États arabes, Syrie et Jordanie. Les faits, nous allons les résumer. Déjà, le 25 novembre 1966, le Conseil de sécurité a condamné Israël dans sa résolution 228 pour une action militaire de grande envergure contre la Jordanie en violation de la Charte des Nations Unies. Le 7 avril dernier, attaque constatée contre le territoire de la République arabe syrienne. Le 5 juin, attaque surprise contre la République arabe unie, la Syrie et la Jordanie. Le 6 juin, ordre de cessez-le-feu du Conseil de sécurité qui fut réitéré le 7 juin avec fixation d'une date limite pour le cessez-le-feu. Les troupes israéliennes continuant de bombarder les territoires arabes. Le 9 juin, demande catégorique du Conseil de sécurité pour le cessez-le-feu devant l'entêtement d'Israël à poursuivre son offensive contre la Syrie. Ce ne fut qu'à la 4e demande d'arrêt des hostilités qu'Israël accepta d'obtempérer après avoir occupé une grande partie du territoire des pays arabes. À noter que le 9 mai déjà, le Parlement d'Israël donnait mandat au gouvernement d'entreprendre une action militaire contre la Syrie. Des personnes mieux informées que nous ont déjà décrit les douloureuses péripéties du drame sanglant que connurent des peuples pacifiques non préparés à la guerre. L'événement, pour n'avoir duré que quelques jours, n'en fut pas moins tragique. La guerre, avec son cortège de malheurs, de destruction, d'humiliation. La guerre, abominable comme toujours et partout. Mon pays, comme tant d'autres, n'est pas parti au conflit. Mais comme tout État épris de justice et de liberté, le Mali, défenseur farouche, intransigeant de la paix et de la liberté des nations et des peuples, du droit des peuples à disposer librement d'eux-mêmes, de la vérité, de la morale internationale, sans parti pris aucun, au nom du droit strict et de la Charte des Nations Unies, au principe desquels tous les pays pacifiques sont attachés. Au nom de tout cela, le Mali condamne fortement l'agression perpétrée par Israël contre les pays arabes. La tradition constante des pays épris de liberté et de paix doit être de condamner l'agression, où qu'elle se produise, par quelque pays,
grand ou petit, quel ait été commis. C'est en condamnant sans réserve l'agression et en dégageant des solutions fermes pour effacer les conséquences de l'agression que notre organisation pourra éviter les guerres locales qui, dans le contexte actuel du monde, où les forces anti-impérialistes de paix et de progrès sont confrontées aux forces impérialistes de guerre, c'est la seule attitude qui permettra à notre organisation et aux principes élevés de sa charte d'éviter une guerre généralisée, la guerre nucléaire et thermonucléaire dont nul ne sortira réellement victorieux. Petit pays en voie de développement, nous n'avons malgré tout jamais cédé au chantage à la guerre. Mais nous n'avons jamais oublié le mot de Jaurès. Le capitalisme porte en lui la guerre, comme la nuée porte l'orage. Et le 5 juin eût pu parfaitement être la naissance du plus grand holocauste, sans la fermeté et la vigilance des forces de progrès. Israël affirme pour sa défense qu'il est entouré de grands pays hostiles et que de ce fait, il n'avait comme solution que la guerre pour sa survie. Il a dû s'inspirer du vieil adage « Si vis pacem para bellum ». Si tu veux la paix, prépare la guerre. Mais le vieil adage fut déformé et dépassé et Israël conclut « Si tu veux la paix, fais la guerre ». Mais des voix autorisées ont déjà indiqué, après les douloureuses expériences de l'humanité dans ce domaine, que la guerre est vraiment une forme anachronique, démodée de la solution des problèmes. Israël devient de ce fait fortement suspect d'avoir des intentions bellicistes et préméditées. Car pourquoi, se sentant menacé, n'a-t-il pas fait appel à notre organisation, chargée par essence du maintien de la paix et de la sécurité dans le monde? Pourquoi, si ses intentions étaient réellement pures, a-t-il essayé de s'opposer à la convocation de la présente Assemblée? À présent, nous ne ferons pas comme certains exégètes du droit, car nous nous sommes laissés dire que les spécialistes du droit n'arriveront que dans plusieurs années à une définition juridique de l'agression. Ici, l'agression est matérialisée. Elle a été perpétrée. Il y a eu des morts très nombreux, des villages incendiés au napalm, des centaines de milliers de blessés, des centaines d'avions cloués au sol en République arabe unie et ailleurs, des occupations de fait, un commencement d'intégration des territoires arabes, une administration militaire des territoires conquis et occupés. Tout cela rappelle étrangement les méthodes hitlériennes d'occupation brutale, d'autant moins compréhensibles que 6 millions de Juifs ont eu, dans un passé encore récent, à payer de leur vie dans les conditions effroyables des ghettos et des camps de la tyrannie, par des procédés barbares de la soldatesque nazie. Le monde entier a pleuré et continue de pleurer ces faits qui ont déshonoré leurs auteurs et l'homme en général. Le grand empire des racistes et des expansionnistes nazis s'est écroulé par l'action unie des forces de paix, de liberté et de démocratie. Il convient de ne pas oublier la leçon. Elle doit être méditée à la veille des importantes décisions que notre Assemblée aura à prendre, aussi bien par Israël que par ces grands protecteurs impérialistes dont l'objectif n'était pas simplement cette victoire-là, mais visait à la liquidation des régimes progressistes et anti-impérialistes dans le Proche-Orient, rendus responsables
de l'échec des visées impérialistes des monopoles internationaux dans l'Orient arabe. En effet, la crise qui a éclaté au Proche-Orient devrait être analysée et interprétée à la lumière et dans le contexte de l'offensive que l'impérialisme international a déclenchée ces dernières années pour étouffer les mouvements révolutionnaires du tiers-monde, pour abattre les dirigeants et les régimes dont la politique a des bases populaires solides et profondes, pour freiner l'émancipation des peuples et pour placer à la tête des pays qui ont su garder jalousement leur indépendance et leur liberté des fantoches, instruments serviles des intérêts colonialistes et impérialistes. Depuis plusieurs années, la politique d'indépendance et de lutte anti-impérialiste qui s'est développée avec force dans le monde arabe inquiète sérieusement certaines puissances occidentales dont les gros intérêts économiques, notamment pétroliers, sont menacés par la prise de conscience des peuples arabes, par leur détermination de mettre un terme au colonialisme et au néocolonialisme, par leur volonté d'être maîtres de leurs propres ressources et d'édifier une économie nationale indépendante. Pour mettre un terme aux aspirations nationales des Arabes, l'impérialisme a eu tout d'abord recours à des moyens psychologiques, politiques et économiques. Tous ceux qui suivent de près l'évolution de l'attitude des grandes puissances impérialistes à l'égard de cette région stratégique du monde ont pu mesurer l'étendue de la campagne déclenchée par leurs puissants moyens d'information pour faire accréditer auprès de l'opinion internationale le mythe de l'agressivité et du caractère aventurier de certains régimes et dirigeants populaires de cette région. L'aide fraternelle de ces pays au mouvement de libération nationale d'Afrique et d'Asie a été interprétée comme une ingérence dans les affaires intérieures d'autrui. Le soutien diplomatique et moral à la lutte anticolonialiste dans certains pays du tiers-monde devenait aventurisme. Et la coordination des efforts des pays en lutte contre les guerres injustes était considérée comme une conspiration téléguidée par telle ou telle puissance socialiste. Cette campagne psychologique s'accompagnait de manœuvres et de pressions considérables auprès de certains pays de la région dans le but de provoquer des divergences et des dissensions et de briser l'unité ardemment souhaitée par les peuples. Exploitant ces divisions internes, l'impérialisme espérait ainsi affaiblir les forces révolutionnaires, les détourner de leurs tâches essentielles et préparer la voie à l'agression extérieure et au coup d'État inspiré et commandé de l'extérieur. Mais ce n'est pas tout. Pour que les desseins de l'impérialisme soient atteints, des mesures économiques furent prises par certains pays résolument engagés dans la lutte anti-impérialiste et anticolonialiste, furent prises contre certains pays engagés dans la lutte anti-impérialiste et anticolonialiste. Des restrictions furent imposées ici et là. Les prêts financiers et économiques furent assortis de conditions politiques intolérables, tandis qu'une certaine presse occidentale se délectait déjà de la perspective de la faillite ou de la banqueroute de tel ou tel pays arabe du Moyen-Orient. Parce que ce pays a osé dire non au diktat impérialiste. Mais les peuples et leurs dirigeants révolutionnaires engagés dans la lutte anti-impérialiste et anticolonialiste refusèrent de se plier et de s'agenouiller. Ils refusèrent tout compromis susceptible de porter atteinte à leurs droits souverains et nationaux. Ils diront non aux tentatives nombreuses et variées des impérialistes et de leurs alliés, tendant à les amener à l'abandon de leur soutien aux causes justes et à cesser toute lutte. Pour ces pays menacés et discrédités,
la lutte anti-impérialiste était considérée comme une lutte globale qui ne pouvait s'arrêter simplement au Caire ou à Damas, à Alger ou à Aden, au Vietnam ou à Rhodésie du Sud, en Afrique du Sud ou en Angola et au Mozambique. L'impérialisme jugea dès lors nécessaire d'avoir recours à son arme favorite, l'agression directe, délibérée, préméditée. De la même manière et dans le même esprit dont l'impérialisme utilisa l'instrument de sa politique à Saigon pour mener la guerre contre les forces révolutionnaires vietnamiennes, Israël fut utilisé 7 fois pour déclencher un blitzkrieg, un Pearl Harbor contre les pays arabes, dont le but précis de frapper au cœur même des forces de progrès du Moyen-Orient et de provoquer la chute des régimes et des dirigeants qui ont osé lever la tête face aux défis de l'impérialisme. C'est de cette manière que nous interprétons le contexte général des graves événements survenus dans le Proche-Orient et des circonstances et conditions de l'agression israélienne contre les pays arabes. Le problème qui se pose à cette session extraordinaire de l'Assemblée générale se résume à notre avis de la manière suivante. L'on ne peut accepter de se taire et de ne pas agir face au spectacle répugnant d'un pays qui, agissant de concert avec l'impérialisme, nous dit que c'est la force de ses armes qui a détruit et saccagé des villes et des villages, qui a tué et massacré des milliers d'innocents dans une attaque surprise, que c'est cette force des armes qui doit permettre de dicter les conditions de la paix. Mais alors, pourquoi cette institution, pourquoi cette charte qui est censée guider nos rapports internationaux, pourquoi avons-nous souscrit aux obligations et aux devoirs qu'elle nous impose? Si notre Assemblée ne relève pas le défi, quel est le pays du monde, et je parle des grandes puissances aussi, qui se sentirait à l'abri d'une attaque surprise? Et quelle morale nouvelle inspirera nos rapports si notre bénédiction est donnée à la politique du fait accompli et de la force brutale? Nous n'hésiterons pas un seul instant à dire et à proclamer du haut de cette tribune que si nous permettons à l'agression de rester impunie, nous deviendrions les fossoyeurs de l'ONU 21 ans après sa création. Car le précédent créé ouvrira la voie à des aventures du même genre et la Troisième Guerre mondiale, au sujet de laquelle notre distingué secrétaire général a lancé déjà un solennel avertissement, sera inévitable. Ce qui se passe aujourd'hui au Vietnam et dans le Proche-Orient constitue à nos yeux la phase préparatoire de la conflagration mondiale. Et la voix puissante du général de Gaulle n'a pas hésité à se joindre à celle de M. Tante pour mettre le monde en garde contre les graves dangers qu'il menace. Qu'on ne nous accuse pas surtout d'avoir déformé les faits et les réalités quant à la responsabilité de l'agression qui a été déclenchée le 5 juin contre les pays arabes. Il s'agit tout simplement de se référer à la presse américaine elle-même, dont on connaît la profonde sympathie pour Israël. Dans le Washington Post du 16 juin, le correspondant Bernard Nossiter, arrivant de Paris après un voyage en Israël, écrivait que le cabinet israélien avait décidé d'aller en guerre contre ses voisins arabes durant la nuit du 3 juin, soit 36 heures avant que le conflit ne se déchaîne. Le correspondant précise que la stricte censure israélienne l'avait empêché de transmettre cette information, mais que, selon des sources autorisées israéliennes, la session secrète du cabinet israélien fut l'occasion d'un débat amer au cours duquel on vota pour déclencher la guerre. Ce n'est pas nous qui le disons. Dans le numéro 834 du 12 juin de l'hebdomadaire français Express, on lit
L'atout maître de l'état-major israélien a été la surprise. L'offensive éclair déclenchée le lundi 5 juin à l'aube, dans des conditions où le droit strict s'est trouvé quelque peu bousculé, a pris de court le commandement arabe uni. Le moment est peut-être venu de poser la question aux puissantes forces impérialistes qui téléguident les actions agressives des uns ou inspirent les coups d'État des autres ou déclenchent des guerres contre les mouvements de libération nationale et les forces révolutionnaires du monde, directement ou par procuration. Si ces puissances pensent réellement que les peuples vont rester indifférents et passifs et se contenter d'encaisser coup sur coup sans réagir et sans prendre les mesures d'autodéfense qui s'imposent. Je crois que nos amis et nos frères du monde arabe ont déjà répondu à cette question dans cette salle. Les pays arabes ont affirmé que s'ils ont perdu la bataille, ils n'ont pas perdu la guerre, car il s'agit d'une guerre globale que les peuples, hier encore sous domination étrangère, mais qu'on n'autorise pas encore de jouir pleinement de leur souveraineté et de leur indépendance, sont décidés à mener contre les forces d'oppression et de domination. Si la guerre surprise déclenchée le 5 juin contre les pays arabes aboutit à certains succès militaires, combien éphémères à notre avis, nous sommes convaincus que la leçon ne sera pas oubliée. Elle contribuera dans tous les cas à accroître davantage la prise de conscience des peuples et de tous les peuples face à leurs adversaires impérialistes, à renforcer leur vigilance, à raffermir leur détermination de ne jamais ployer sous le joug étranger, de ne pas accepter de compromis s'agissant de leurs droits souverains. Les peuples, plus que jamais, devront réaliser que leur lutte n'est pas une lutte isolée, limitée à des frontières restreintes, mais un gigantesque combat de tous les jours et de tous les instants pour la liquidation de l'impérialisme et de ses instruments. Car si la paix est indivisible, la lutte anti-impérialiste, elle aussi, est indivisible. Le combat de nos frères arabes, c'est le combat du Malien et de l'Indien, du Brésilien et du Japonais, du Nigérian et de l'Iranien, tout comme le combat du peuple vietnamien est le combat de tous les peuples épris de paix et de justice, mais aussi et surtout des peuples du tiers-monde qui continuent d'être soumis à l'arbitraire néoclassique. Ceci dit, nous n'allons pas volontairement nous attarder aux aspects subjectifs du problème, pour important qu'ils puissent apparaître à certains. Nous, au Mali, j'ai eu l'occasion de le proclamer à plusieurs reprises. Nous ne sommes ni des racistes, ni des sectaires. J'ajoute que nous ne sommes animés d'aucun sentiment antisémitique ou autre. La vérité objective, selon nous, si les peuples veulent vivre dans la paix et promouvoir une coexistence durable et profitable à tous, c'est qu'il faut d'abord mettre fin aux revendications territoriales de caractère historique ou mythologique. Nous sommes d'autant plus à l'aise pour en parler qu'au sein de l'Organisation de l'Unité africaine, nous fûmes les défenseurs acharnés du maintien de nos États à l'intérieur des frontières léguées par le système colonial, alors que le Mali est à même de poser valablement sur le plan historique le problème du retour aux frontières du Mali ancien, de Sundiata ou de Congo Moussa. Quels problèmes inextricables et quel casus belli pareille attitude ne manquerait pas de poser dans notre région. Nous pensons que tous les États membres de notre organisation devraient rapidement, dans l'intérêt supérieur de la paix et de la sécurité du monde, s'abstenir de loucher vers tout ou partie des territoires des États souverains que nous sommes.
Il est clair désormais pour tout le monde que c'est la volonté d'hégémonie et l'expansionnisme qui ont été à l'origine de toutes les guerres. Il serait souhaitable, selon nous, qu'un véritable esprit et une véritable attitude internationaliste l'emportent dans l'intérêt de tous sur le chauvinisme national des uns et la volonté de domination des autres. Un politique célèbre ne disait-il pas: peu d'internationalisme éloigne de la nation, beaucoup en rapproche. C'est dans cet esprit que récemment encore, le président de la République du Mali, son Excellence Modibo Keïta, déplorait pour notre région la balkanisation de l'Afrique et la création de micronations. Il est temps, disait-il, que les responsables africains comprennent que nos micro-États, quelles que soient nos bonnes volontés, quels que soient les efforts que nous pourrons obtenir de nos peuples, ne sont pas viables pour résoudre les problèmes de notre accession à la société industrielle. C'est l'opinion, semble-t-il, de la plupart des dirigeants africains actuels. Et au-delà de nos regroupements régionaux et des perspectives d'unité de notre continent, nous autres Africains avons toujours abordé les problèmes mondiaux dans le plus pur style internationaliste, avec comme fin dernière la paix, le progrès et le bonheur pour tous les hommes. C'est dans cette perspective, Monsieur le Président, que, abordant de façon très pragmatique le problème grave qui nous concerne, nous pensons que la session extraordinaire spéciale de l'Assemblée générale doit prendre toutes ses responsabilités, condamner fermement l'agression israélienne du 5 juin contre les pays arabes et se prononcer fermement contre le retour de pareils actes. L'Assemblée doit décider du retrait immédiat et sans condition des troupes israéliennes aux lignes d'armistice existantes avant le déclenchement des hostilités et mettre fin à toute annexion territoriale résultant des hostilités. L'Assemblée doit considérer comme non valable toute décision israélienne, et on en a pris hier et avant-hier, ayant trait au statut des lieux saints de Jérusalem. L'Assemblée doit régler dans les meilleurs délais la question brûlante des réfugiés de Palestine, source permanente de conflits, douloureusement aggravée ces dernières semaines. En droit strict, la question du dédommagement des pays arabes doit être réglée sans délai par Israël, qui doit réparer toutes les conséquences de l'agression. C'est à ce prix que sera possible toute approche pacifique dans cette zone de surtension. C'est sur ces bases que, selon nous, notre Assemblée peut objectivement, en faisant l'économie de louvoiement et de méthodes dilatoires, empêcher de nouveaux affrontements dans ce secteur particulièrement sensible, devenu volcanique depuis la déclaration Balfour du 2 novembre 1917 et, il faut le dire, la résolution des Nations Unies du 29 novembre 1947 responsable de la partition. Nous pensons qu'enfin Israël, au moment où rien ne l'y force, sauf la volonté, combien contraignante de notre organisation et des stipulations de la charte, doit pouvoir dominer sa victoire et tenir compte des décisions permanentes et pertinentes de cette auguste Assemblée. Ma délégation souhaite, Monsieur le Président, dans l'intérêt de la paix et de la sécurité au Proche-Orient et dans le monde, que l'Assemblée générale accorde un soutien résolu au projet de résolution des pays non alignés. De même, ma délégation appuiera sans réserve le projet de résolution AL 519 présenté par l'Union des républiques socialistes soviétiques. Je vous remercie, Monsieur le Président.
C'était le ministre des Affaires étrangères du Mali, M. Ousmane Ba, qui prononçait le discours du Mali du haut de la tribune de l'Assemblée générale.